Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du comeback du secteur des télécoms en bourse. Et nous en parlons avec Thomas Coudry, qui est à mes côtés en plateau, analyste et spécialiste du secteur des télécoms chez Bryan Garnier. Bonsoir Thomas. Merci d'être là, on se parle régulièrement, peut-être tous les 2-3 mois, et c'est sans doute la première fois qu'on peut dresser quand même ensemble ce constat de surperformance du secteur des télécoms. Alors j'ai pris l'indice sectoriel télécom au sein du stock 600, donc le grand indice large européen. Je crois qu'il y a énergie, ressources de base qui sont dans le vert depuis le 1er janvier, j'entends, l'indice perd plus de 11%, et secteur des télécoms, quand j'ai regardé en début d'après-midi, qui était le 3e secteur légèrement positif depuis le 1er janvier. Ensuite, c'est une avalanche de rouge. Et quand on regarde dans le secteur, on a des performances de plus de 20% de hausse depuis le 1er janvier pour des opérateurs comme Orange, Telefonica, KPN aux Pays-Bas. Oui, c'est un vrai comeback. C'est la remontada, comme on dit, voilà, des télécoms. Non, c'est assez frappant. Et puis, sur ce plateau même, on s'est suffisamment souvent désolé de la mauvaise perf des opérateurs télécoms que, d'ailleurs, j'avais parfois du mal à expliquer, notamment dans le contexte Covid. Donc là, voilà, clairement, on a assisté à une forme de rattrapage de ces valeurs-là, qui ont été en effet délaissées par les investisseurs pendant un certain moment. Et puis voilà, c'est un peu de retour aux fondamentaux et on redécouvre quand même un certain nombre d'éléments très positifs de ces valeurs-là. Et c'est vrai qu'il y a des surperformances. Disons qu'Orange, Orange, c'est plus 25%, c'est quasiment 40% de surperf par rapport au CAC. C'est le meilleur titre du secteur, c'est très significatif. Et qu'est-ce qu'on redécouvre alors ? Alors, on découvre des fondamentaux, c'est des valeurs. Alors, pour certaines d'entre elles, même dans les télécoms, il ne faut pas toujours généraliser, mais enfin, pour les grosses valeurs dont on parle, c'est des valeurs qui génèrent du cash. On parlait d'Orange, qui versent des dividendes qui sont relativement généreux, qui offrent une bonne prévisibilité des revenus également, c'est important. Donc voilà, on va dire, ces qualités intrinsèques, on les redécouvre. Et puis surtout, dans un climat d'incertitude macroéconomique, c'est des valeurs, ce sont des valeurs qui ne sont pas directement exposées à un certain nombre de risques, notamment les sujets de croissance. Les valeurs télécoms, c'est pas des valeurs que vous allez arbitrer. Enfin, les dépenses télécoms sont pas des valeurs qui sont arbitrées, en tout cas pas parmi les premières valeurs arbitrées par les ménages. Vous n'allez pas repasser de la fibre à la DSL, pour gagner 5 € par mois. Ouais. Vous allez peut-être couper 1 ou 2 services de streaming par là quand vous avez du Netflix, du Disney+, etc. Mais vous n'allez pas résilier votre abonnement télécom, Donc il y a une certaine prévisibilité de ces revenus qui sont très forts, Est-ce que ça en fait des valeurs chères aujourd'hui ? Je rappelle donc, Orange c'est plus 20, le CAC c'est moins 10, moins 12, peut-être un peu plus. Donc ça fait quand même un écart important, même si on regarde la valorisation du secteur ou des grands opérateurs télécoms. Est-ce qu'ils sont chers par rapport à l'historique ? Est-ce qu'ils sont à leur prix en termes de valorisation ? Non, c'est on a rattrapé un petit peu le discount qu'on avait ces derniers trimestres. Mais enfin, on est loin d'être sur des valeurs qui sont chères par rapport à leur niveau historique, avec des valeurs qui tournent toujours autour de 5 fois EV sur EBITDA, sur ce type de ratios, qui sont des ratios totalement raisonnables pour le secteur. Donc on n'est pas non plus en train de se construire une bulle sur les télécoms. On est encore très loin. On est encore à des niveaux totalement raisonnables. Ouais. Dans une phase de remontée des taux, des rendements obligataires, est-ce que ça joue sur le compartiment télécom ? Il y a toujours un peu de dette. Est-ce que effectivement, entre des opérateurs correctement endettés et des opérateurs très endettés, est-ce que le marché fait la distinction aujourd'hui ? Un petit peu. Alors c'est vrai que c'est peut-être un des risques qu'on peut émettre sur le secteur, parce que aujourd'hui, on voit le sell-off qu'il y a eu sur les valeurs de croissance très fortement valorisées. Donc le sujet de la dette ou des valeurs endettées n'a pas été le premier critère aujourd'hui des investisseurs. Il y a toujours un risque à l'avenir qu'on se dise à un moment, peut-être le curseur va se remettre sur les valeurs un peu endettées, comme sont les valeurs télécoms. Encore une fois, il faut distinguer. Oui. Ils ont l'habitude de gérer de l'endettement. Donc, ils ont l'habitude de gérer de l'endettement. Encore une fois, il y a des cash flows significatifs en face de ça. Donc, il y a peut-être un risque à un moment que le marché se mette à regarder de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est pas un sujet
en tout cas pour les valeurs telco. Ouais. Bon, et puis il y a en plus un peu de M&A qui alimente la chronique de la remontada boursière des télécoms, le M&A du week-end. Donc c'est l'opérateur d'Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. Alors il a changé de nom, moi je l'appelais Etisalat, mais c'est plus Etisalat, Emirates Telecom, je sais pas comment on dit. Bon, ça, bref, on va parler Etisalat. C'est l'opérateur télécom d'Abu Dhabi qui prend une participation de quasiment 10% dans le britannique Vodafone pour 4,4 milliards de dollars. Bon, c'est toujours une bonne opération à prendre en compte pour le secteur. Ça donne une idée de prix, de valorisation. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce deal aujourd'hui, Thomas ? On voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements autour du capital des opérateurs ces derniers trimestres, depuis le Covid notamment. Et ça aussi, ça alimente certainement une part aussi l'intérêt ou le regain d'intérêt des investisseurs sur le secteur. C'est qu'il y a un certain nombre de fonds qui s'y intéressent de près. Donc là, on parle d'un autre opérateur, Etisalat, puis chez Vodafone, il y a aussi Cevian qui est rentré dernièrement aussi, qui essaye de faire bouger, de créer un peu de valeur, de profiter d'un momentum un petit peu plus favorable. Et donc, on a vu, alors on avait souvent parlé des rachats de minoritaires d'un Altice ou d'un Iliad ici. Il y a des opérations de M&A qui se multiplient. On voit Orange en Espagne avec MásMóvil en ce moment. Si on reste sur le UK, il y a Vodafone et Three de Hutchison également qui ont l'air d'être en discussion. Donc il se passe en effet beaucoup de choses qui participent, elles aussi, qui sont déclenchées par le fait qu'on avait des valorisations basses, qui participent aussi à, on va dire, un aspect un peu spéculatif aussi aujourd'hui du secteur, parce qu'il y a clairement des opportunités de création de valeur, notamment autour des réseaux. Ça reste un fondamental du secteur. Justement, à propos de création de valeur, alors là, ce n'est pas les réseaux en tant que tels, mais j'ai vu à l'occasion de la publication des résultats d'Orange, ils demandent de vouloir céder, alors c'est les poteaux et les conduites souterraines en France, j'ai vu ça. Qui est quand même visiblement un actif de valeur, puisque les estimations que j'ai vues tournent autour de 8 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas céder cette partie-là de leurs infrastructures, alors qu'on a l'impression que c'est quand même un peu le sens de l'histoire, de s'alléger des grandes antennes, des poteaux, des conduites souterraines, etc. Oui, alors c'est le sens de l'histoire, mais alors, Orange, à juste titre d'ailleurs, n'a pas été, on va dire, un précurseur sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas lui qui avait le plus besoin non plus d'aller faire des cessions d'infrastructures à tout va, comme l'ont fait les opérateurs les plus endettés du secteur, à commencer par Altice, qui a un peu, on va dire, était le précurseur. Alors il y avait des deals avant, mais voilà. Donc Orange est arrivé un petit peu plus tard sur ces sujets-là, parce qu'il s'est quand même rendu compte qu'il y avait un peu de valeur à créer, que ces infrastructures-là n'étaient pas bien pricées par le marché, mais sans avoir un besoin, on va dire, impérieux d'aller se désendetter, de lever du cash, surtout sans perdre le contrôle de ces infrastructures-là. Les infrastructures chez Orange, ça fait partie de l'actif stratégique et de l'avantage, on va dire, compétitif d'un opérateur historique comme Orange, et on peut appliquer ce même raisonnement à d'autres opérateurs historiques en Europe. Donc forcément, ils y vont de façon plus prudente que d'autres opérateurs. Donc ils ont fait des opérations sur la fibre, ils en ont fait sur le mobile, il y a peut-être des choses sur les tours mobiles, il y a peut-être des choses qui sont d'ailleurs dans les tuyaux aujourd'hui, avec éventuellement des fusions avec d'autres sociétés de tours mobiles en Europe. Mais de là à aller vendre l'ensemble des joyaux de l'entreprise, il n'y a pas de nécessité de le faire, en tout cas au niveau d'Orange. Alors on va voir si ces rumeurs-là étaient vraies ou pas, mais aujourd'hui, ils nient en effet s'intéresser au sujet. Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour remettre sur la table le sujet de la neutralité du net aujourd'hui, Thomas ? Parce que pouvoir d'achat, parce qu'il faut prendre l'argent là où il est, parce que oui, c'est un sujet qui est un serpent de mer aujourd'hui et qu'on sait que quelques grosses plateformes utilisent une énorme partie de la bande passante des réseaux aujourd'hui, plateformes de streaming ou autres. Ce qui a, je sais pas, une fenêtre de tir presque politique là pour remettre ce sujet sur la table. Oui, politique. Alors, je n'utiliserai pas nécessairement le vocable de neutralité du net ici. Alors, c'est un sujet connexe au sujet de la monétisation de la bande passante. Je ne pense pas que le driver soit un sujet de pouvoir d'achat. Au contraire, moi, je le vois plutôt comme une inflexion un petit peu plus pro-business de l'Europe par rapport à une politique des télécoms qui a été très pro-consumériste. Et donc, un peu dans le même ordre d'idée que le DMA ou le DSA, voilà, les autorités, Thierry Breton, Margrethe Vestager, se disent quand même un petit peu ces grands acteurs des contenus américains qui consomment 50% de la bande passante. Il faut peut-être un peu qu'ils contribuent à nos petits opérateurs télécoms européens et qui participent au business. Donc,
la jeunesse, c'est ça. C'est vraiment, je pense, un mouvement politique assez profond en Europe, lié aussi aux thématiques de souveraineté, tout ce qu'on a connu depuis plusieurs années. Il fait que de plus en plus, on va quand même peut-être tendre à être un peu moins naïf qu'on l'a été par le passé vis-à-vis de ces acteurs-là. Alors après, en effet, cette volonté politique éventuellement d'aller faire payer, ça pose le sujet de la neutralité du net. Voilà, il faudra voir comment c'est géré pour réussir à les faire payer sans être en infraction avec cette philosophie ou ce principe qui est vraiment très, très, très au cœur des Européens. Mais il y a un chemin possible, c'est un objectif atteignable de voir les GAFAM contribuer un peu plus qu'ils ne font aujourd'hui au déploiement ou à l'investissement dans les réseaux télécoms en Europe. Il y a la posture politique, c'est très bien, mais est-ce que les choses peuvent réellement avancer derrière ? Oui, alors certainement, ça va prendre du temps. Je pense que... Au risque d'être un peu peut-être trop optimiste, je pense qu'il y a une vraie volonté politique qu'il ne faut pas négliger. De le faire, qu'il ne faut pas négliger. Après, entre les ambitions affichées, le résultat, il y aura certainement on évoque une somme de 20 milliards d'euros. Je ne pense pas qu'on arrivera à faire payer 20 milliards d'euros aux GAFA pour aller subventionner les réseaux des opérateurs. On peut aussi dire que cela arrive un petit peu tard. Enfin, il y a beaucoup de déploiements qui ont déjà été faits. Oui, évidemment. Les gros investissements, ils sont derrière. Après, il y en a encore pas mal devant, donc mieux vaut tard que jamais. Voilà. Mais des résultats, il y en aura peut-être. Mais en effet, ça va être délicat d'un point de vue juridique de trouver un fondement juridique sur lequel les faire payer sans les favoriser, eux, ces gros acteurs, par rapport à des petits acteurs. C'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Ça va certainement prendre un petit peu de temps de toute façon, mais c'est intéressant à regarder. Oui, très clair, effectivement, sur des enjeux de moyen-long terme. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coudry qui était avec nous pour de bonnes nouvelles concernant le secteur des télécoms. C'est un des secteurs boursiers qui fait office de valeur refuge, on va le dire comme ça, pour les investisseurs aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le secteur télécom en Europe a été un des secteurs forts en absolu et en relatif par rapport au reste du marché. Thomas Coudry qui est analyste chez Bryan Garnier, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.